Bonjour, moi c'est Lec. Et moi c'est Sowat, et on vous accueille aujourd'hui à Rueil-Malmaison, à l'atelier Grognard, pour notre exposition Diographie qu'on a créée en collaboration avec la galerie Polka. Donc dans un premier temps, on est venu travailler dans cette loggia de l'atelier Grognard. Ce qui nous intéressait ici, c'était de pouvoir travailler sur les fenêtres. Ça nous permettait de faire quelque chose de très grand au cœur de l'architecture du bâtiment, en peignant directement à même les parois du verre. Et puis surtout, ça nous permettait de travailler sur les ombres portées, qui est quelque chose qui nous passionne en ce moment et qu'on essaye de développer de plus en plus pour en fait avoir nos motifs qui se répercutent un peu partout dans l'espace. On est ici dans la première partie de l'exposition, qui est dédiée à un projet qui s'appelle Mausolée, qui est le premier projet qu'on a mené en commun avec Lec. À l'époque, Fred avait trouvé un centre commercial abandonné dans le nord de Paris, qui était fascinant parce que non seulement il était immense, mais en plus il avait été squatté par énormément de gens pendant assez longtemps. Et puis du jour au lendemain, la police a vidé les lieux et des centaines de gens malheureusement ont dû quitter cet endroit en laissant tout derrière eux. Peu de temps après, on est allé y peindre avec Lec. Ça correspondait à un moment où on voulait sauter dans le vide, en fait, se lancer pour de vrai dans l'art. Cet endroit nous a tellement fascinés qu'on s'est dit qu'on pouvait y faire quelque chose. Et ce quelque chose, au fil du temps, c'est devenu une espèce de résidence artistique sauvage, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'était Fred et moi qui allions y peindre. Ensuite, on s'est mis à inviter de manière systématique des artistes expérimentaux du graffiti français dont on adorait le travail. Et puis au bout d'un moment, on n'est même plus allé là-bas pour peindre, on est allé là-bas pour faire de l'archéologie, fouiller ce que les gens avaient laissé derrière eux, récupérer des traces, récupérer de la signalétique, tout ce que le lieu avait à nous offrir. Le mur que tu as derrière nous, c'est à la fois des photos de nous, des photos de Nicolas Xolé et Marchand MF, c'est 3 dioramas comme celui qui est juste là où un artiste qui s'appelle Benjamin Affagarde, comme MP en l'occurrence, a reproduit à l'échelle le mausolée pour son projet Street Vitrine, une photo monumentale qui est sur la gauche là, des Hit the Road, qui sont des garçons très connus dans l'Urbex 2.0, des photos de Marchand MF dans le mausolée. Il y a aussi une réinterprétation que nous avons fait de leur travail. Voilà, c'est un espèce d'ensemble, de mélange. C'est ça qui nous intéresse, c'est qu'à chaque fois dans nos travaux, il n'y a pas que simplement nous. On est peut-être les chefs d'orchestre, mais on invite aussi d'autres artistes à mêler leur travail avec le nôtre, ce qui nous permet justement d'aller un peu plus loin, ou de percevoir d'autres choses différemment. Ici, on est dans la deuxième partie de l'exposition, son second chapitre, qui est dédié au Palais de Tokyo, où on a eu la chance de pouvoir travailler pendant 2 ans avec Lec. Un jour, on a rencontré Jean Loisy, qui, de fil en aiguille, nous a invités dans un premier temps à travailler avec l'artiste américain John Giorno. Ça a été notre première expérience au Palais, et ensuite, avec le commissaire d'exposition Ugo Vitrani, on s'est mis à penser, rêver à une exposition dédiée au graffiti dans cet espace particulier qui est le Palais Tokyo. Et en l'occurrence, on nous avait donné une issue de secours immense dans laquelle on avait la liberté d'inviter, un peu comme on l'avait fait au mausolée, plein d'artistes pour créer quelque chose à nouveau d'expérimental, de monumental et de singulier. Ce qui nous intéressait à l'époque, c'était justement cette question de l'institutionnalisation du graffiti. Ça n'a pas forcément de soi pour des graffeurs de se retrouver dans un musée. C'est une vieille question de notre milieu. Est-ce que le graffiti peut se pratiquer dans un musée? Nous, on pensait que oui, et au Palais, on a cherché tout un tas de moyens, en fait, de démontrer que c'était possible. Et de ces 2 années, on a finalement ramené toute une série d'artefacts qui sont présentés dans cette exposition. On a à la fois des morceaux du premier mur peint avec John Giorno, ainsi que l'ensemble de la collection des passes qu'on a pu accumuler ces 12 dernières années. On montre des pages du livre Underground Doesn't Exist Anymore qu'on a écrit avec Ugo Vitrani, qu'on avait conservé, les posters qu'André avait fait pour l'exposition comme un poster rêvé d'exposition au Palais de Tokyo, et enfin des Polaroids, puisque comme l'exposition est faite en collaboration avec Polka, on a systématiquement cherché à montrer quel était notre lien à nous de la photographie. Et donc on aime beaucoup faire des Polaroids. Et donc voilà, ça nous permettait d'évoquer ces 2 années de travail, de résidence en fait au Palais de Tokyo. Et donc en sortant de ces 2 années d'immersion au Palais de Tokyo, on a enfin eu le courage avec Fred de passer le concours de la Villa Médicis. C'est quelque chose qu'on a eu envie de faire pendant longtemps, mais qu'il n'a pas été facile pour nous d'aborder, puisqu'on est artiste autodidacte, donc ça ne va pas forcément de soi pour nous de passer un concours comme ça. Et puis un jour, la vie a fait qu'on a été invité à Rome, on a pu visiter la villa, on a rencontré son directeur, et on s'est dit enfin,
essayons de passer le concours de la Villa Médicis, mais vraiment en tant que Lec & SOAT, assumons le fait que nous venons du graffiti. Et en fait, très vite, la Villa, ça a complètement bouleversé notre rapport à l'art, je trouve, puisque le cadeau que la Villa nous faisait, finalement, c'était l'atelier. Et comme à chaque fois, quand on rentre dans un nouveau lieu, on essaye de l'appréhender d'une autre manière et justement faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et là, on s'est dit, autant expérimenter la toile. À chaque fois, on pouvait critiquer le support parce qu'on se dit, nous, c'est l'extérieur. Et là, on s'est dit, on va faire le contraire. On va prendre quelque chose qu'on ne connaît pas et on va le torturer, on va voir ce que ça donne. Mais surtout, c'était grâce à aussi toute la visite qu'on a pu faire dans Rome, où on tiquait sur des choses, les marbres, les choses dans les églises. Et on s'est dit, mais attends, mais c'est toutes ces choses-là qu'on aime bien, ou le côté mathématique des choses, les structures. Et on s'est dit, autant le reproduire en atelier et voir ce que ça donne. Et donc là, on a fait toute une série on a fait pas mal de séries de toiles. Et là, on a vraiment expérimenté avec des bains, avec justement les froissants, en leur donnant un autre type de dynamique, justement quelque chose qui est plus proche de notre façon de faire. Et Popeye est venu à la Villa pendant un mois. Il a notamment réalisé une série de portraits des pensionnaires, comme ça pouvait se faire dans les siècles précédents. Et quand on a su que cette exposition allait avoir lieu, on a contacté Popeye pour voir s'il était d'accord de nous prêter les 2 portraits qu'il avait réalisés de nous à la Villa. On a eu la chance qu'il accepte. Et donc voilà, on montre ces portraits dans cet espace qui est volontairement beaucoup plus calme que les 2 espaces précédents qui étaient un peu plus saturés. Voilà, on voulait ici que ce soit un peu plus clair. Changer le rythme pour justement ne pas tomber toujours aussi dans une sorte de monotonie. Mais là, justement, en montrant le peu, mais c'était pour montrer justement qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Voilà dans le 4e espace de l'exposition qui est consacré à peu près tous les travaux qu'on a pu mener dans le monde du tunnelier. C'était un vieux fantasme qu'on avait à l'époque avec Fred que de pouvoir évoluer dans ce milieu. Les tunneliers sont les machines qui construisent les tunnels du métro. Et puis un jour, on rencontre Jérôme Jean-Jean, qui est un passionné et un collectionneur. Et ce Jérôme Jean-Jean travaille pour NGE, qui est un des groupes de BTP qui en ce moment est en train d'édifier le Grand Paris. Et de fil en aiguille, on a réussi, en fait, grâce à l'ouverture d'esprit de NGE, non seulement d'aller en Allemagne chez Ehrenknecht, pardon, j'ai du mal à le dire, qui sont ceux qui construisent ces machines, où on a pu peindre le bouclier. Donc le bouclier, c'est l'avant de la machine, mais on a aussi pu travailler sur le chantier de la ligne 14. On a pu peindre les parois des puits, donc qui sont les endroits dans lesquels la machine, qui est comme une taupe, il faut imaginer une machine qui creuse, voilà, ou un verre qui creuse, qui enlève la terre et qui construit le tunnel à mesure qu'elle avance. Toutes les œuvres dont je suis en train de vous parler ont disparu. Cette œuvre s'est détruite à mesure qu'elle détruisait la paroi qu'on avait peint. Le tunnelier qu'on a peint, il fait 10 mètres de largeur, 100 mètres de long, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc on a pu montrer les schémas techniques. La RATP nous a gracieusement prêté une maquette pour que le public puisse se rendre compte un peu du scope du projet. On a pu montrer l'artefact de typographie qu'on avait mis sur la machine. On avait voulu écrire Savoyard sur cette machine, qui était une manière de rendre hommage au livre de Martha Cooper et Henri Chalfant, qui est très important dans le milieu du graffiti, mais aussi de rendre hommage aux gens qui travaillent dans cet environnement-là. On a ramené des morceaux de mur détruits par la machine, des photos de groupe. À nouveau, c'est une manière pour nous de parler de la photographie, montrer de la photographie monumentale comme celle qui est derrière nous, qui a été prise en Allemagne le jour de de l'inauguration de la machine. Et voilà, montrer un espèce de panaché d'artefacts à nouveau, d'éléments qu'on a ramenés de cette aventure-là. On est dans la 5e partie de l'exposition, qui est dédiée à un des derniers gros projets qu'on a mené ensemble avec Fred au Centre Pompidou. En 2019, Sophie Duplex, qui est conservatrice en chef au Centre, nous a contactés pour nous commander une œuvre. Il s'agissait de protéger le public qui allait faire la queue pour entrer dans le centre avec ce dispositif sécuritaire qui fait 140 mètres de long. Voilà, sur 1,75 m, qui est un mélange de béton et de métal, de barrières anti-graffiti. Et donc voilà, il nous a été demandé de réfléchir à quoi faire dessus. Et de fil en aiguille, on s'est dit avec Fred que peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait de faire un cartel, en fait, de reprendre la logique du cartel muséal et sa sémantique, son côté scientifique, la manière dont les choses sont décrites dans un cartel, pour le peindre à la bombe aérosol sur ces palissades anti-graffiti. Au bout de 2 ans, on a eu la chance de pouvoir récupérer 132 plaques comme ça, qui étaient dans la rue. Et donc, en fait, de parler à la fois de notre œuvre, mais aussi de son vandalisme
Et en quoi cette espèce de cadre avec ski urbain, en quoi est-ce que c'est intéressant, en quoi est-ce que nous on trouve ça passionnant et cohérent. Et c'est un peu comme de cette manière que nous avons structuré cet espace. Il était important justement sur un bâtiment tel que celui-ci, c'était de partir sur de la typo, puisqu'on vient du graffiti, et le graffiti c'est un travail de lettres. Et justement là, il était intéressant, au lieu justement de travailler avec nos formes abstraites qu'on a l'habitude de faire, là on s'était dit justement partir sur une typo qui nous appartient. On se sert des couleurs même du bâtiment, tu vois, toutes les couleurs elles y sont présentes, mais il était aussi important de se l'accaparer. On a repris une partie du dispositif et on le présente dans une nouvelle composition graphique qui nous paraît à la fois belle mais aussi cohérente par rapport à notre parcours et toujours sur cette question de l'institutionnalisation du graffiti. C'est quoi un graffiti institutionnel? Ça peut être aussi ça peut être une œuvre qui a été commandée par un musée, qui a été mise dans la rue pendant 2 ans, qui a été vandalisée, sublimée de notre point de vue, et puis ramenée en intérieur dans un white cube comme celui de l'espace Grognard. Voilà, pour nous, c'est des pistes en fait de qu'est-ce qui est cohérent pour des artistes comme nous de faire dans un endroit comme ici. Si on est au cœur du dispositif, dans l'espace le plus grand de l'atelier Grognard, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais quand on est arrivé, la première chose que Lec a fait, c'est de redessiner l'espace, de bouger des parois, pour créer le volume dans lequel on est là tout de suite, sous la baie vitrée principale. Il y a à la fois les films sur lesquels on travaille, tous les projets dont on parle depuis le début, en fait on a créé des films pour illustrer un peu notre propos et puis montrer aux gens ce qu'on fait, mais aussi et surtout finalement l'installation qui est le côté le plus expérimental de ce qu'on peut faire. Quand on est arrivé ici, on est tombé sur cette pièce et il y avait tous les éléments justement qui nous intéressaient, c'est-à-dire on est dans une ancienne usine avec encore ces structures métalliques encore très fortes. Et on s'est dit, ça va être ici le point central. Alors le point central, comme il l'a dit, c'est parce qu'il y a la vidéo, mais qui se mêle à justement le côté le plus expérimental qu'on ait. Tu vois, c'est pas du tout de la toile et autres, c'est plutôt des structures métalliques avec de la peinture expérimentale. Et c'était comment agencer les deux, parce que nous, justement, ce qui nous plaît bien, c'est que tout fasse communion. La peinture, elle est faite avec l'airless, qui est un outil qu'on utilise beaucoup en ce moment. C'est de la peinture projetée, en fait, qui sert à peindre des façades normalement. Donc nous, il se trouve qu'on s'en sert de manière artistique. C'est un outil qui nous plaît beaucoup parce qu'il nous rappelle la bombe aérosol, où c'est aussi de la bombe projetée. C'est ça, je pense, qui nous lie à Lascaux, c'est-à-dire que la peinture pariétale, il y a 80% des peintures pariétales qui sont aussi de la peinture projetée. Alors c'est fait avec le souffle et un os vide, mais la peinture projetée, c'est vraiment ça, je pense, qui rend cette pratique du graffiti singulière. Et donc avec l'airless, on retrouve cette singularité. Et tout ça, en fait, tout d'un coup fait sens et crée voilà, cet ensemble qui est à la fois une salle de projection, mais qui est aussi l'installation, mais qui est aussi le cœur du bâtiment, voilà, mais qui est aussi quelque chose qui a été travaillé en strates. On s'approche gentiment de la fin de l'exposition, pour laquelle on a tenu à inviter Nicolas Xollet, donc, qui est un ami photographe, artiste, qui a énormément de casquettes, journaliste, conservateur, archiviste, voilà, qui est quelqu'un d'important à la fois dans nos vies, mais aussi dans le milieu. Et donc il y a un photographe qui nous a suivis sur énormément de projets. Et comme on était sur une idée rétrospective, on voulait profiter en fait de l'exposition pour montrer aussi, pas simplement les 5 chapitres qu'on a abordés ici, mais le reste, voilà, les autres projets qu'on a menés pendant ces 12 dernières années. Donc on a demandé à Nicolas de choisir une quarantaine de photos. En fait, on les met en vis-à-vis avec toutes les vitrines qui sont devant les photos de Nicolas Xollet. Vitrines qu'on a utilisées pour 2 raisons. Un, parce que c'est muséal et qu'on trouve ça, c'est ça qui fait que c'est une rétrospective, c'est ça qui fait que c'est si intéressant pour nous de travailler dans l'atelier Grognard, mais qui nous permettait, voilà, de montrer en fait comme des fragments de mémoire, des éléments d'autres projets que ceux qu'on a évoqués avant. C'est comme si tu marchais dans nos souvenirs, voilà, les photos de Nicolas, les vitrines, les panneaux, voilà, c'est comme si tout d'un coup tu étais dans notre boîte crânienne et que tu voyais un peu des fragments. C'est que des morceaux de souvenirs justement qu'on a alimentés toutes ces années, qu'on pensait avoir mis de côté, mais qu'au final, justement, on s'aperçoit que c'est ça qui nous a construit. Il y a une sculpture de Roty qu'il avait fait quand on avait travaillé dans la Tour Paris 13, un Minotaure. Il y a des toiles qui font partie maintenant de la collection d'Agnès B. Il y a des dessins de David Checo La Tulipe avec qui on travaille
depuis des années, qui a eu la gentillesse de dessiner un peu tous les gens qui ont participé à cette exposition en mode caricature dans le fond de l'exposition. Et donc voilà, cet ensemble, plus tout ce qu'on vient de vous raconter, font cette espèce de monographie qu'on voulait expérimentale de ce qu'on a pu faire ensemble ces 12 dernières années.